enregistrement. Alors, bienvenue à tous, aux membres du groupe numéro 8 présents d'une part, et à ceux et celles qui, en dehors du groupe, nous écoutent, sont assez nombreux, quelques dizaines, ce qui est quand même beaucoup. Et donc, eh bien, je lance ma question habituelle. Avez-vous pu explorer, donc on était sur la neurofonction 9, donc la capacité à entrer en attention vis-à-vis d'un contexte intellectuel ou intellectuo-conceptuel. Donc, je parle, par exemple, je peux prendre conscience des idées ou de l'idée centrale de ce que je dis, neurofonction 11. Je peux prendre conscience neurofonction 12, pardon. Je peux prendre conscience des mouvements, j'y arrive, neurofonction 11, c'est-à-dire de l'idée à l'autre, justement. Et puis, je peux prendre conscience aussi que ce 12 et ce 11 sont inscriptibles dans un 9 en fonction donc d'espace, on peut dire, intellectuel, d'espace conceptuel. Vous avez pu travailler donc là-dessus et comment, et à vous la parole. Pas trop de silence, sinon nos auditeurs vont s'inquiéter, mais c'est ce couple de grands mystiques profonds qui ne disent pas un mot, et non pas de scientifiques actifs qui sont apparemment du moins en explosion. Je parle parce que toujours une référence, vous savez, c'était, ça en exergue de quelques livres, c'est Henri Poincaré. Poincaré, le grand physicien et d'abord aussi mathématicien, qui s'était posé la question dans un livre de 1913 sur une grande question sur qui était finalement comment expliquer ma pensée, d'où me vient l'intuition. Et c'est après Jacques Adama, un mathématicien, qui apprend la question, lui, comment me vient l'intuition? Donc on est en train de parler comme ça, et puis ça cogite, on ne sait pas, il y a un vide. Et parfois c'est dans ce moment de vide qu'apparaît la pensée. Pour l'instant, il y a du verre qui se casse dans le grand vide. Tout le monde nous excusera. Le verre est vide. Le verre est vide. Le verre est plein, le verre est vide. Ah, exactement la grande question à chaque fois. Et au même moment, je pensais à quelque chose de précis, c'est-à-dire à des phénomènes de résonance. Je ne sais pas si ça a à voir vraiment avec ça, mais il y a un champ sémantique, on porte un champ sémantique, et on ne sait pas si c'est l'extérieur qui apporte le thème ou si c'est nous qui faisons le miroir avec un thème. Je ne sais pas, je me promène dans la rue, je pense à, je sais pas, du feu, et en fait, devant moi, par exemple, j'ai des gens qui ont une conversation sur un feu qui a pris à tel endroit, et donc je ne sais jamais si ça vient de moi ou si c'est les autres esprits qui appellent ce thème-là. L'esprit et ça m'arrive assez souvent. Hein. Oui, alors recadrons-nous quand même sur le thème actuel de notre travail de non-connectique, mais cela dit... Donc, c'était en lien avec ce que tu as dit précédemment, c'est-à-dire la thématique et l'espace mental qui semblerait ne pas être uniquement localisé sur une personne. Donc il y a une thématique, une sémantique, ou un mot, ou du sens. Et un contexte. Et un contexte. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait un lien entre le contexte et le mot qui apparaît ou qui se pense en moi. Ça, c'est quelque chose que j'expérimente, même hier, j'ai expérimenté ça. Donc, alors, référence à ce que tu viens de dire, dans ce livre-là, un chapitre d'Angela qui évoque justement les phénomènes synchrones à partir d'expériences qui avaient été menées en laboratoire. Je crois, il y a 2 expériences de 2004-2006 et l'autre un peu plus tard, 2014. On va placer des gens devant un film, et ces gens devant ce film vont s'apercevoir que dans leur cerveau,
devant les mêmes images ou les mêmes sons, arrivent à se connecter exactement les mêmes réactions, les mêmes images, les mêmes sons. Et on peut après vérifier que c'est en effet telle ou telle partie du cerveau qui s'active à ce moment-là. On va prendre 15 personnes, ce sera 15 personnes pareilles. Et là, on commence à se dire que dans nos cerveaux, il y aura en effet des mécanismes capteurs de phénomènes environnementaux. Mais bon, c'est pas la thématique du jour. Et puis en plus, ça nous envole un peu loin puisque c'est dans le livre, dans les chapitres considérés comme un peu spéciaux, moins normaux que tout ce qui nous arrive et qui nous interpelle. Mais bon, alors revenons à ce qui est plus normal. Est-ce que vous avez pu explorer, donc les uns les autres, votre neurofonction 9? Moi, je veux bien me lancer avec toujours l'appréhension d'avoir tenté l'exercice, mais de ne pas réussir l'exercice. J'ai noté, alors, très difficile de séparer j'ai tendance à créer un espace physique différent pour générer un espace mental différent. Donc, quand j'observe ou j'auto-observe, il y a souvent un contexte physique également. Je m'explique. J'ai un bureau et donc dans mon bureau, je travaille. Quand je quitte le bureau, l'espace conceptuel est par exemple l'espace perso. Je suis avec ma famille ou un espace perso où je suis avec des gens qui ne sont pas du travail. Donc, ce que j'ai auto-observé, c'est à la fois le mouvement, mais aussi l'absence de mouvement. Donc, dans le contexte du travail, où la neurofonction 9, pour moi, c'est très malléable, puisque je dois gérer, un peu comme Constantin, j'ai un nombre très important d'activités à gérer en parallèle. Donc, il y a un saut conceptuel très régulier, toutes les 5 minutes, d'un sujet à un autre. Et chaque sujet va se prêter à un contexte complètement différent. C'est là que j'ai en fait réalisé, l'auto-observation s'est manifestée par l'absence de mouvement, c'est-à-dire quand j'arrive à une saturation, l'auto-observateur s'est rendu compte que la machine était bloquée et dans un nouveau concept intellectuel, la machine n'assimilait pas du tout l'information et j'étais encore bloqué dans le concept, l'architecture conceptuelle qui précédait, donc par exemple la conversation précédente. Où là, j'ai noté que j'arrivais plus, ou la machine n'arrivait plus à visualiser ou à comprendre le nouveau concept intellectuel. Et donc, j'ai expliqué à la machine de demander à l'interlocuteur de s'arrêter en disant je n'ai pas de. En gros, l'exemple que je dis avec mes interlocuteurs, c'est ma RAM, ma mémoire vive est remplie. Arrêtons la conversation. Je ne suis pas présent, en fait. Je suis pas récepteur de ta conversation. Le deuxième contexte, c'est on a nos voisins ont un chat qui nous rend visite beaucoup pendant l'été quand il fait beau. Et il y a une interruption physique qui en fait provoque le chat vient nous chercher dans la maison pour qu'on vienne le caresser dehors devant notre fenêtre, dans notre patio. Et ce que j'ai auto-observé, c'est il y a une architecture. Quand je quitte mon bureau, je descends et que je vais sur le patio, l'architecture intellectuelle se présente comme un nouvel environnement intellectuel. Et là, ce que j'ai auto-observé, c'est l'espace est complètement différent. Il y a un vide total qui se crée, c'est-à-dire ce qui par avant était ce que j'expliquais, un remplissage de mémoire qui saturait les mémoires. Tout ça est complètement effacé. Et il y a une espèce de vide, de vide qui crée en fait un espace énorme. Où là, en fait, j'ai pu auto-observer qu'il était beaucoup plus facile d'être plus créatif, d'être présent, d'avoir une conversation beaucoup plus intense avec ma femme, par exemple.
comme une espèce de calme, de sérénité qui aidait la machine à être plus efficace ou plus concentrée. Et donc là, il y avait plus d'interaction et je dirais, visuellement, ce que j'expliquerais, c'est les neurones qui s'allument dans tous les sens parce qu'il y a un feu d'artifice, parce que d'un coup, on a une présence très intense créée par cet espace qui est disponible et dans lequel on peut avoir une chambre de résonance, un écho, on peut crier très fort. Enfin, je ne sais pas si ça a du sens, mais c'est ce que j'ai auto-observé, ce que je pensais était l'exercice de mon côté. Ça a du sens. Et j'ai même t'annoncer une anecdote qui m'a amusé parce que j'ai tendance dans mon existence à attraper tout ce qui vient quand ça vient en me disant je suis au service, donc je m'adapte. Et là, il y a quelques instants, comme tu as pu l'apercevoir, Stéphane a donc pris soin de fermer la fenêtre. Il y avait quelques petits sons par derrière. Et ce que j'ai observé dans ma propre machine, donc que j'ai observé, c'est intéressant pour toi qui t'intéresse beaucoup au son, c'est qu'à partir du moment où la fenêtre était fermée, évidemment la cage de résonance de la pièce, là, si elle est quand même plus puissante quand on a fermé la fenêtre que quand on l'a ouverte. Et donc, le son est différent, ton son devenait différent, j'entendais avec une nuance. Ensuite, maintenant que je parle, j'entends mon propre son avec parce que par rapport à ton propos, on pourrait se dire que justement ces feux d'artifice liés à notre environnement corporel puis conceptuel, on va en reparler dans le travail dirigé d'aujourd'hui, justement ces connexions entre ces réseaux de neurones, entre le corporel et le conceptuel, mais là déjà, pouvoir se dire j'observe dans la réalité conceptuelle un effet de ma réalité corporelle. Donc, oui, ce que tu disais, pour moi, en tous les cas, était très intéressant. Oui, alors je prends la parole. Oui, suite à la narration d'Amaury, de son expérience, il nous a surtout parlé, à mon sens, hein, il nous a surtout parlé des idées en mouvement, et comme il a une activité professionnelle où il gère beaucoup de thématiques et beaucoup de personnel, donc il y a énormément de charges en termes de travail, et donc d'idées très, très différentes. Mais il me semble qu'il nous a pas trop parlé de la manière dont il nous en avait parlé la semaine dernière, au dernier cours, il me semble, la manière dont il va traiter chaque réponse avec ses différents interlocuteurs. Et cette conscience, cette auto-observation de lui-même en train de traiter une réponse, alors va-t-il droit au but en fonction de l'interlocuteur? Est-il plus en périphérie, dans des explications moins dans la précision, mais plus peut-être dans la métaphore? Voilà. D'accord. Effectivement. Un peu des deux d'ailleurs, enfin un peu des trois ou des cinq. Ça dépend de l'interlocuteur, effectivement, et la machine au travail a différents types d'interlocuteurs qui sont soit techniques, soit très seniors, et en général, le flux, donc le rôle dépend de la conversation. Dans le rôle de Amaury, machine responsable et manager, la machine part de l'extérieur et rentre dans le détail pour bien comprendre et être capable ensuite de, j'ai envie de dire, régurgiter ou de réinterpréter ou de reparler dans le rôle différent du Amaury qui parle à ses grands responsables en quelques mots. Voilà le détail qui est connu, mais en quelques mots, ce que vous devez savoir, c'est
cette liste de thèmes ou d'informations. Effectivement, dans la conversation, il y a une présence qui est de plus en plus forte, je pense, de l'auto-observateur pour se mettre à la fois dans une position de Amaury, la machine qui doit comprendre l'information, mais Amaury dans son rôle qui sera dans la conversation suivante pour être capable de rejouer l'information dans des termes qui sont très clairs. Donc il y a une position un peu de double interlocuteur dans chaque conversation. Et c'est ça, la neurofonction niveau 9, c'est ta position intellectuelle. Où se situe ta position intellectuelle quant aux réponses que tu vas fournir. D'accord. Alors, je vous laisse continuer après cet intermède. Merci. Moi, je vais bien prendre la parole. Ah, ce serait le prochain dans ce cas. J'ai été plus rapide. Ce que j'ai pu observer là, dans les quelques semaines qui se sont écoulées, c'est que j'ai pu observer, entre guillemets, 4 situations qui revenaient de façon assez régulière. Donc, en fait, je me suis attachée à ces contextes, on va dire, intellectuels. Dans un contexte de conversation avec des personnes que je ne connaissais pas particulièrement, c'était principalement des pensées qui étaient très en périphérie et qui pouvaient parfois donner un discours un peu confus. D'abord, je n'allais pas à l'essentiel et c'est souvent comme si mes pensées étaient un peu brouillonnes. Dans un contexte professionnel, lié notamment aux formations, mon cerveau a tendance à vouloir chercher, mais comme je le fais actuellement, à être précise sur les mots que je vais employer pour essayer de donner une certaine fluidité à ma pensée, ou en tout cas à l'expression de ma pensée. Mais intervient aussi de façon un peu, chronophage, des répétitions régulières, comme si je devais convaincre en fait mon auditoire. Donc, si je ne me trompe pas, c'était la neurofonction 12 qui revenait là régulièrement avec ces répétitions régulières. Dans un contexte familial, c'est comme si mon cerveau se lâchait et donc était un peu plus libre de ce qu'il pouvait exprimer. Donc, il y avait beaucoup d'automatismes qui apparaissaient, des mots. Je crois qu'on avait utilisé à un moment donné le terme de mots valises, de mots à penser, comme tu en avais parlé, Dunfield. Les mots fourre-tout. Pardon ? Oui, voilà, les expressions fourre-tout, les expressions à penser, prêtes à penser, pardon. Et peut-être parce que je me sens à l'aise ou parce que je suis... je n'attends pas forcément d'interaction avec ma famille. Je ne finis pas toujours mes phrases. D'ailleurs, c'est le constat que mes enfants font assez souvent. Mon cerveau, peut-être que mon cerveau va plus vite que ma langue ou inversement. Je n'ai pas réussi vraiment à mettre le sens dans tout ça. Mais voilà, ce sont les automatismes et le fait que j'ai tendance à ne pas terminer mes phrases parce que j'ai l'impression que c'est déjà acquis par mon auditoire. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est l'impression qui en ressort pour moi.
Et quand je suis dans un contexte, donc j'avais bien dit de quatre situations, dans un contexte de repos, repos, non pas forcément intellectuel, mais plutôt repos personnel, physique. Là, c'est comme si mon cerveau, en fait, était complètement en ébullition et j'ai vraiment des pensées qui jouent à saute-mouton. Ça vient dans tous les sens, ça va... ça vient et ça repart dans tous les sens. Et puis là, il y a une forme de récurrence. Donc là, c'est ce que j'ai pu poser comme observation. Je ne sais pas si ça répond exactement. Comment dire, je présente les mêmes craintes qu'Amaury. C'est que, en fait, j'ai le sentiment d'avoir compris ce qu'on attendait de moi, mais en même temps, des fois dans les observations, on a toujours un peu cette crainte de dire est-ce que je suis dans le vrai ou pas, ce qui peut peut-être des fois nous, comment dire, non pas nous obliger, mais nous oui, si, nous obliger finalement à mettre un petit peu de temps avant de répondre parce qu'on essaye de mesurer aussi l'information qu'on va vous apporter. Oui. Dans ce travail actuel, il est vrai que parfois il faut s'y prendre en amont. J'ai reçu un courriel récemment d'Aurélie qui m'évoquait ce qu'on appelle neurones de grille et neurones de bordure au niveau des neurones de lieu. Donc, on est sur un mécanisme corporel, mais en même temps, pour une application d'un même mécanisme conceptuel, donc on passe de la neurofonction 2 à la neurofonction 9, donc de notre environnement, de notre capacité à être attentive à notre espace corporel ou extracorporel, ou à notre espace conceptuel et intellectuel, eh bien, là, on se retrouve devant ces mêmes processus. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a à chaque fois ce qui va définir où c'est, comme des grilles, ce qui va être aussi les limites, comme des bordures. Je prends ces termes-là parce que, en effet, le travail que m'avait donc écrit il y a quelques jours Aurélie, et en fait, c'était en amont de notre conversation. Et peut-être que la solution, Carole, et pour toi, Amaury aussi, c'est de penser quelques jours avant notre rencontre, voilà ce que je vais pouvoir dire. À ce moment-là, évidemment, ça vous donne de l'assurance, parce que de toute façon, quand bien même il y a des erreurs, ce que tu viens de dire à l'instant, Carole, ce que disait Amaury avant, c'est pas gênant, parce que ces erreurs, elles nous permettent d'avancer, elles nous amènent. Je reprends d'ailleurs un petit texte. Alors, vous l'avez lu pour certains d'entre vous, pour le prochain livre collaboratif. Donc, j'ai commencé à proposer un ou deux courts textes de base pour donner au lecteur une connaissance préalable de l'intérêt, on va dire déjà philosophique, neurophilosophique, d'une discipline telle que la neuroconnectique. Et Aurélie m'a rajouté un petit à côté, une petite note de bas de page, mentionnant, moi au début, quand on me demandait, écrit-elle, d'être dans un travail de présence à moi-même, ben, je me disais, je suis présente, puis j'oublie ce qui se passait il y a 10 minutes. Puis au bout d'un moment, j'ai compris que ce n'était pas ça. C'est de savoir qu'il y avait 10 minutes, il y aura dans 10 minutes, contexte, donc on y revient un peu ce que disait Stéphane avant, il y a un processus contextuel et conceptuel global. Et moi, dedans, j'essaie d'être dans la présence, dans l'instant. Voilà. Donc, on peut avoir cette idée de se dire, je peux dire aux autres mes erreurs, je peux être en erreur, ces erreurs vont servir à d'autres qui peuvent les commettre et qui, grâce à moi, vont sortir de l'erreur. Donc, de toute façon, osez vous exprimer parce que c'est vraiment bien. Alors, Constantin, qui est... Serge,
Oui, Tu ce que parlais, je pourrais- Serge, j'ai vu que ton micro était coupé. oui. Je pense que ce que je pourrais ajouter, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Danfield. Ce qui est important, c'est vraiment l'auto-observation dans l'instant. S'il n'y a pas tout, c'est pas grave. Mais on attrape dans l'instant ce qui se passe, même si dans l'instant, comme le disait Amaury, il y a la neurofonction numéro 11, les idées, on les attrape. Et puis peut-être à un moment, on va auto-observer la neurofonction 9 et on va se dire, ah, comme l'a dit, Carole, avec tel individu, avec telle personne de ma famille, je suis plutôt comme si. Bon, je suis plutôt au centre, je vais plutôt directement. Et avec d'autres, mon positionnement intellectuel, conceptuel va être différent. C'est pas grave, on attrape ce qu'on peut dans le moment. C'est ça qui est important. Ah, justement, là, Carole, je reviens par rapport à ce que vient de dire Serge. Je lance un petit peu un débat plus assis, plus soutenu sur la question que tu posais de je formule des mots, j'ai l'impression que tout le monde a compris, et finalement les autres, notamment en famille, me disent mais non, vous n'avez pas compris, ou pas tout compris, ou pas compris de cette façon-là. Et ça, je l'ai observé chez beaucoup de gens. Donc, tu n'es pas un cas isolé, rassure-toi, mais par contre, ce qui est gênant, c'est justement beaucoup de gens, par exemple, les gens vont te dire c'est un processus différent. Différent de quoi? Je veux dire, c'est un processus différent de ce processus-là, ou de tel ensemble de processus. Et en fait, la question, c'est de quoi, pourquoi, en quoi, comment. Il faut toujours poser à soi-même des questions de ce type. Et quand on se pose toujours ce genre de questions, eh bien, on sait que les autres n'ont pas, ils ne sont pas dans notre cerveau, ces réponses-là. Et donc, par cette méthodologie, on arrive à donner toujours la fin de la phrase d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut s'entraîner à se poser des questions. Ça, je le vois beaucoup, ce que tu viens de décrire, Danfield, dans le contexte de mon travail ou anticipant les questions de personnes qui ont, par exemple, très peu de temps pour assimiler un concept, où il faut décrire un concept de façon précise, mais à la fois rapide. Il faut en comprendre tous les détails de façon la plus précise possible. Et donc, exactement ce que tu viens de décrire, quand des gens... c'est ce que j'essaie d'expliquer d'ailleurs quand on s'est parlé tous les trois, où cet exercice m'aide à mieux comprendre l'autre. C'est que j'observe, à la fois que j'auto-observe, j'observe l'autre, ne pas rentrer dans le détail. Et donc, je pose la question pour continuer l'analyse dans le centre et à l'intérieur de la sphère de compréhension. Ça résonne beaucoup. Alors, pour nos auditeurs, il y a dans la playlist de notre chaîne de vidéographie des vidéos, enfin une première vidéo concernant justement des discussions, des réflexions. Et cette vidéo auquel Amaury se réfère, donc avec Amaury, Serge et Danfield ici présents. Voilà, pour retrouver, si cela vous intéresse, ce qu'il mettait en évidence pour notamment les managers. Alors, Constantin, à toi, cette fois. Pour le coup, me concernant, je vais essayer de t'expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé après mes congés, puisqu'à priori, je reviens de plusieurs semaines de congés. Contrairement à d'habitude, j'ai eu beaucoup moins de travail et donc beaucoup plus l'opportunité d'être dans un état calme. C'est aussi peut-être la raison aussi de prendre des vacances, c'est aussi de mettre au repos son corps. Et j'ai constaté que mon attitude face aux autres, face à une discussion, était beaucoup plus dans l'écoute active, et que malgré le fait qu'à un certain moment, j'ai l'impression d'être
en tout cas tellement calme ou presque inopérant intellectuellement. Mon cerveau était en capacité d'empiler les informations comme des piles en fait de données qui venaient alimenter un certain nombre de compteurs associés à chacune des rubriques. Et à la fin d'une conversation qui pouvait durer presque 1 heure, d'en faire une synthèse complète et de donner des directions à mon équipe. Et ma posture, en tout cas corporelle, elle, semblait être complètement inerte, alors que mon cerveau était complètement en éveil, malgré le fait que j'avais l'impression d'être complètement inopérant. Ou plutôt dans un calme et une zénitude qui me semble presque déraisonnable. Et je trouve que l'efficacité à réoptimiser l'information, la resynthétiser, c'est presque hallucinante. Voilà. Je sais pas dans quelle mesure mon cerveau était capable, parce qu'a priori j'étais en éveil, hein, j'étais en écoute, mais je n'entendais pas tous les mots, pas tous. Mon cerveau était en capacité, en tout cas, de n'écouter que les mots qui étaient importants. Donc, j'étais dans un état, en tout cas, de synthèse permanent, un peu comme quelqu'un qui va, déplacer, je sais pas moi, des éléments sur une balance, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, et avec plusieurs dimensions. Et puis aussi, il y a une autre chose aussi qui s'est produite aussi, dans ma vie, c'est que je ne vis plus au même endroit, donc j'ai changé complètement de position géographique. Donc, je ne sais pas si c'est l'effet, en tout cas, du changement, géographique, contextuel, qui fait que, bah, il y a certaines situations qui se présentent à moi, qui ne me touchent plus. Quand j'étais bien plus dans l'urgence sur un certain nombre de sujets. Tout à l'heure, quelqu'un m'a signifié, hein, oui. Je le suis de moins en moins. Je prête plus attention à mes besoins, à ce qui m'intéresse et tout le reste est éliminé. Ce qui me donne beaucoup plus de temps à aller dans les directions qui me semblent utiles, en tout cas, intellectuellement et physiquement. Voilà, c'est le résultat de mon expérimentation des 2 dernières semaines, après une période de congé et un changement de vie, en plus. Voilà. Alors, Ça fait à peu près, bon, pour expliquer, sur les 30 derniers jours, je suis resté, 2 jours chez moi. Voilà. Je te laisse, intervenir, je coupe le micro. oui, Constantin, donc ce que tu disais, donc cette écoute attentive par rapport à ce que tu viens d'évoquer est extrêmement, j'ai envie de dire, évidente, mais il faut le savoir. Quand on est dans plusieurs contextes corporels, évidemment, notre cerveau peut relativiser. À tel endroit, je vis ceci, cela. À tel autre endroit, je vis cela, celui. Et quand il se promène ainsi dans des contextes différents, notre cerveau finalement élargit son contexte. C'est un contexte corporel qui devient plus grand, mais c'est aussi un contexte conceptuel, voire même motivationnel. Donc les neurofonctions 2, 9 et 16. On travaillera plus tard pour la 3e. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cet espace
extracorporel, cet espace intellectuel-conceptuel, voire cet espace émotivationnel dans lequel on rentre de plus en plus parce que on n'est plus là, comme on le disait en termes d'expérience de base, on n'est plus là simplement en train de parler sans savoir qu'on parle. On est là en train de parler en ayant conscience de son corps, en ayant conscience de la pièce dans laquelle on est, en ayant conscience de la ville, en ayant conscience de la région, peut-être même du pays, peut-être même de la planète. Bon, peut-être pas de la galaxie, c'est un peu compliqué, mais voilà, humour mis à part, on est dans cet élargissement conceptuel qui permet donc d'avoir une autre conscience et qui rejaillit justement sur nos façons d'être. Alors, comme tu le disais, tu le soulignais sans le préciser, mais Serge aurait pu te dire, mais donne la précision. Mais oui, la neurofonction 8 à tel ou tel moment, comme tu ne l'as pas dit, mais que tu évoquais, la facilité ou la difficulté à exprimer ce que tu veux exprimer devant ton équipe, les gens qui travaillent avec toi, ou devant ta compagne, ou devant qui que ce soit finalement. On est devant une plus grande difficulté ou une plus grande facilité sous-jacente de ton propos, de pouvoir te rendre compte qu'il y a un lâcher-prise, une tranquillité, un bien-être, parce que justement, il y a plus grand, tu es au-dessus du personnage que tu étais avant, il y a un être qui serait au-dessus et qui commence à englober tout ça. Évidemment, donc une neurofonction 8 beaucoup plus fluide, une neurofonction 13 beaucoup plus tranquille, conséquente. Tu peux même, tu l'avais dit en aparté, mais là on peut le dire devant tous, tu l'avais dit, cette facilité que tu as de plus en plus à force de travailler, cette présence à toi-même corporelle puis intellectuelle, à pouvoir être dans ce qui se passe maintenant, les mots qui se pensent en toi, le choix des idées, évidemment. Donc tout ça nous ramène sur la neurofonction 9 à avoir une capacité de plus en plus vaste à s'exprimer, à se comprendre et à être dans ce que tu disais, une attention active. Qui rajouterait quoi, toi peut-être, ou d'autres? Alors si tu parles, pense oui, c'est ça, au micro. Je pensais en fait à une présence à moi-même et aux autres plus humaine et moins comme celle d'un robot, tout simplement. Plus dans l'émotion aussi. Je pense que d'être plus enclin à capter, en tout cas, les émotions et l'intégrer aussi dans le discours. Je dirais que c'est pas tant les émotions qui sont importantes, parce que d'abord on les a pas abordées, et puis tu en parles déjà, on y viendra. Mais c'est plutôt cette nouveauté chez toi qui est d'être en présence, d'être en conscience, d'être l'auto-observateur. Et c'est ça, et c'est ça qui va te procurer ces émotions dont on parlera plus tard. C'est surtout ça. C'est ce grand changement en toi. Je suis d'accord, tout à fait. Ouais, peut-être je peux ajouter quelque chose par rapport au processus de pensée et au processus d'être présent physiquement. Moi, en ce moment, j'essaye de bien voir comment je passe d'un espace à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, comment euh, je suis quelque part un peu artificialisé dans le sens où dès que se pense en moi des mots, se pense en moi du sens, en fait, ça m'emmène dans un espace qui est plus la réalité de la présence à moi-même avec mes 5 sens. Et donc, je commence un peu à comprendre comment, quelque part, ça déforme ma vision vers quelque chose d'assez artificiel, mais quelque part qui est humain aussi. Mais c'est un monde qui, finalement, est inconstruit par l'éducation, par la langue, par les implants qui nous ont été implantés par l'école. Et donc, je commence à mesurer
l'emprise que ça a sur ma façon de ne pas penser, c'est-à-dire pas ma façon de penser, mais ma façon de ne pas penser par moi-même, ou par les sens qui me portent. Et voilà, et quelque part, ça provoque un certain dégoût au passage, mais pour notre civilisation, mais ça c'est j'imagine, passager. À partir d'un certain moment, j'imagine que j'aurai assez de recul pour ne plus réagir au-delà du constat que c'est comme ça. C'est quelque peu comparable à lorsque tu visionnes un film, on te représente une deuxième fois, puis une énième fois, on ne peut plus, mais changez-moi de film là. Il y a une sorte de dégoût. Mais au bout d'un moment, tu comprends, ça c'est assez particulier, c'est une sorte de règle, de loi, de mécanisme. On est éjecté d'un lieu quand on a compris tout ce lieu. Et c'est dans la réalité corporelle, dans la réalité motivationnelle, mais aussi dans la réalité intellectuelle. Et donc, quand tu te trouves devant l'artifice des idées qu'on t'a implantées depuis l'école, tu te dis oui, c'est un artifice, et ça te dérange parce que tu prends conscience de l'artifice. Et quand tu vas avoir pris conscience que c'est un artifice dans un processus plus grand, extrêmement intéressant, en effet, comme tu l'as souligné, c'est temporaire, là, ce sera le processus plus grand qui deviendra ta source d'émerveillement, et donc l'artifice sera secondaire. Ça, en effet, on passe par là. Bon. Non, c'était très, très intéressant ce que tu viens de mentionner, parce que, en effet, ça, je pourrais rebondir là-dessus aussi, mais les conditionnements qui sont notre premier ennemi, on va dire, parce que ils nous construisent, on croit que c'est nous, puis finalement, c'est pas nous, c'est un issue de conditionnement. Et quand on s'en rend compte, ça peut provoquer jusqu'au dégoût, voire au dégoût de nous-mêmes, en disant mais que suis-je dans tout ça? Où suis-je dans tout ça? Qu'en dis-tu? Je sais pas, j'ai pas d'avis forcément là-dessus, c'est une surprise, toujours une découverte. Pourquoi à un moment donné ça réagit comme ça en moi et puis l'instant d'après ça réagit autrement, c'est une découverte, c'est tout joyeux, je dirais. Oui. Par contre, quand on s'aperçoit qu'on a des réactions justement systématiques, c'est plutôt inquiétant, je pense. Voilà, donc ça nous fait mesurer notre capacité de liberté, je pense, de liberté face à nous-mêmes et est-ce que nos pensées nous emmènent ou est-ce qu'il se pense en moi, c'est moi ou pas? Est-ce que ça m'emmène? Est-ce que ça m'inspire? C'est toute la question. Hein. Alors, un début de réponse de neuroconnecticien, mais là, comme le mentionnait Serge un peu avant, on en reparlera quand on aura développé la partie du programme qui s'intéresse à notre neurosystème motivationnel. Mais en fait, pour savoir ce qui est vraiment à nous, bien, on le sait quand on a fait l'autre, c'est-à-dire quand on a intégré en nous ces conditionnements divers. Et alors là, ce n'est plus inquiétant, je reprends ton mot, mais ça devient plus que rassurant, ça devient aimable. Et on sait qu'on a intégré en nous, qu'on a partie prenante de ces éléments qui viennent de l'extérieur, qui sont nos conditionnements, quand nous, notre je profond, est en adéquation avec ces
éléments venus de l'extérieur. Et là, on s'en rend bien compte. Alors, j'ai eu une conversation récemment là-dessus, justement. Je reprendrai volontiers des termes, alors, la persona, chez les Romains de l'Antiquité, l'essence, ça vient même avant, chez les Grecs, se dire qu'il y a finalement deux mécanismes en nous. Un mécanisme socioculturel, des conditionnements, notamment intellectuels et de sens dont tu viens de parler. Donc on se retrouve avec des idées, on croit que c'est notre idée, on croit que, ah oui, oui, je fais ça, c'est mon opinion, vraiment. En fait, c'est l'opinion qu'on nous a inculquée antidémocratiquement dans la tête, mais c'est comme ça. Mais il y a aussi nous. Et nous, qu'est-ce que c'est que nous? C'est, on va parler de façon très biologique, c'est notre psycho-endocrinotype, c'est-à-dire dans quelle machine, en termes de glandes endocrines, je fonctionne. Alors, il y a les gens comme ça. On va dire, ce sont des gens qui ont une machinerie plutôt surrénalienne. C'est toujours une réaction de combat. D'autres, c'est des gens, plus cool, mais non, t'embête pas. Là, ce sont plutôt les glandes parathyroïdes qui vont fonctionner beaucoup. On a d'autres gens qui vont sursauter. Ouais, alors on va là-bas, et puis je parle de ci, et puis je parle de ça, et puis là, c'est plutôt la glande thyroïde, dans un autre mécanisme encore. Il y a les gens qui ressassent. Attention, là, c'est un petit peu à la Nietzsche. Il avait son expression comme pour les vaches, voilà, ruminer. Dans son livre Ecce Homo, bon, ben, on rumine, oui. Et il y a des gens qui ruminent, qui vont dire, il y a 5 ans, tu m'as dit ça, tu vas voir. Bon, mais ça existe, on les rencontre, ce sont des pancréatiens, c'est la machinerie par là. Bon. Il y a des gens, alors plutôt, ça, la machine dans laquelle je suis initialement, c'est ça, un nantais ou un adéno, pour prendre le terme ancien, hypophysien. Donc, la glande, tu sais, qui permet la croissance des autres glandes, qui vient avec l'adolescence, et qui t'amène à être ce qu'on appelle un grand cérébral. Mais tu as aussi d'autres gens, avec, je citerai un dernier exemple, la glande à côté, attachée, la neurohypophyse. Des gens qui vont toujours être avec de l'humour, un sous-jacent, mais je dis ça, mais attention, mais... Bon. Et puis d'autres, on a une quinzaine de glandes endocrines, l'estomacien et d'autres, une quinzaine de glandes endocrines dans cette machine qui est le grand sage sapiens dans lequel on se réveille chaque matin. Donc, là, quand on arrive à comprendre la machinerie, je dirais tout simplement donc, biologique, là, on est vraiment dans l'essentiel, dans l'essence, et son tempérament, son comportement initial, c'est comme un petit enfant de 4 ans, ou de 3 ans, ou de 2 ans. C'est pas lire, écrire, c'est pas comploter, réfléchir. Encore qu'il y a des bébés maintenant, mais voilà, c'est qui nous sommes essentiellement. Donc quand on arrive à créer l'adéquation, la connexion entre le personnage qui se joue en nous, socialement, sociétalement, et ce personnage plus essentiel, dans ces moments de vraie connectique neuronale, ben là, on est sûr que ce qu'on prend, c'est vraiment à nous, on a intégré. C'est-à-dire que je ne peux plus me dire tel comportement, telle idée, telle opinion qui est en moi, qui vient de mes conditionnements, ah vraiment, ça vient automatiquement, ah ça me dégoûte. Non, je peux dire parce que on va se dire, est-ce que vraiment ça me convient? Si ça ne me convient pas, je le rejette. Si ça me convient, je l'adapte, je le modifie, et c'est à moi. Et donc le moi profond et le moi superficiel, je prends un petit peu le terme qu'évoquait un petit peu avant Amaury, quand il évoquait la rame, on a la mémoire vive et la mémoire profonde, c'est un peu ça. D'une certaine manière, il y a le soi de la machine, le soi profond, le hard soi, et puis il y a le soi qui a été greffé, le soft soi. Et quand on arrive à réunir les deux, et là, on ne peut plus être dans le dégoût parce qu'on sait qu'on a nettoyé ce qui n'était pas vraiment adaptable à soi ou intégrable à soi. Que ce propos te paraît... Oui, ça me fait penser à des réactions que je peux manifester dans mes relations. Par exemple, je peux développer une réaction, je ne sais pas comment on va dire au niveau des organes, mais une réaction de colère, une réaction de rejet, et finalement d'être capable de la voir apparaître ou de
la voir se manifester d'abord dans l'émotion, ensuite en pensée, et ensuite finalement de considérer que ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire que par rapport au réel de la relation ressentie, finalement, si je me projette 3 jours après, je m'aperçois que c'était une sorte de manifestation qui n'avait pas vraiment de réalité et qui finalement n'a pas d'impact. Par contre, dans le cas où je me laisse emporter par cette émotion qui fait s'élever une pensée avec des options ou des actions qui peuvent suivre mon jugement, bah, en fait, ça influe effectivement sur ma réalité relationnelle. Et donc, ça me questionne beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'actions que l'on effectue qui ne sont pas du tout des décisions, qui sont en fait des conséquences du fait qu'on s'attache à un certain processus de pensée qui lui-même est finalement né sur un substrat émotionnel qui n'a pas grand sens, en fait, qui est très lié justement à un état intérieur peut-être très passager. Tu as cité des types, mais en fait, on parcourt les types, même au fur et à mesure de la journée, on a des vrais changements d'humeur qui génèrent des changements de jugement et d'attitude. Et ça, je commence à m'apercevoir un peu de ce mouvement de fond. Et donc, voilà, et donc ça me met dans un état un peu ok, bon, voilà. Et donc, que faut-il en faire? Je ne sais pas. Alors, je me permets, hein, si ce que je dis ne vous intéresse pas, vous me le dites surtout. Je me permets d'aller un petit peu plus loin dans ce que tu viens de dire. Ce psychoendocrinotype, eh bien, j'avais étudié, ça m'avait beaucoup passionné il y a beaucoup d'années, le cas de Napoléon Ier, qui est pour moi un personnage extraordinaire, parce que justement, quand je t'ai dit, il y a quelques minutes, je reprends à peu près mes mots, je te disais, moi-même, mon psychoendocrinotype d'origine est adéno-hypophysien, ou pour un terme plus moderne, anti-hypophysien. Pourquoi je dis d'origine? Parce que, justement, la clé, elle est là. J'avais été interpellé parce que Napoléon, un personnage, Napoléon Ier, extraordinairement étonnant. Un personnage qui peut être à la fois le guerrier qui arrive comme ça, bon. Mais à côté, c'est le personnage romantique. À côté, c'est le personnage qui discute, diplomatique. À côté, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'il avait jusqu'à 5 glandes endocrines à un moment donné de sa vie qui pouvaient se balader les unes à côté des autres, mais vraiment à une vitesse folle. Tu as des gens qui vont changer de glande endocrine pour pouvoir modifier un comportement au bout de 6 mois, au bout de 3 ans. Et lui, c'est au bout de 3 minutes. Et là, tu réalises, il est en train de parler avec Talleyrand, il change après, il est avec un ministre, et clac, 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 selon un tel, selon la situation. Et moi, ça m'avait interpellé, je me suis dit, est-ce que dans ma machinerie, je pourrais accéder à plusieurs mécanismes? Je me suis rendu compte, par exemple, que la machine dans laquelle j'étais, qui réfléchissait beaucoup, qui était, au bout d'un moment, capable de parler beaucoup, mais est-ce qu'elle était capable de se battre? Il fallait que je développe ça. Est-ce qu'elle était capable d'humour? Ah bah oui, ça manque ça. Il fallait que je développe. Est-ce qu'elle était capable de... C'est comme ça que j'ai peu à peu travaillé à développer aussi plusieurs psychoendocrinotypes. Donc c'est en effet un très grand moyen, puisqu'on est justement sur cette question de développer contextuellement, nous en fonction 2, nous en fonction 9, nous en fonction 16, on y viendra après, mais tout à fait dans ce que tu disais, la capacité de se dire, au-delà d'être pris par une émotion, ou par une réflexion, ou par une sensation, une grosse lumière, ça y est, je suis hypnotisé par la grosse lumière, ou une grande idée, je suis dans la grande idée, je ne me souviens plus que j'existais. C'est aussi grave que les émotions. Mais la problématique, elle est en effet de garder distance, de pouvoir être désidentifié, on est libre à l'intérieur, mais on y arrive, c'est ce que je disais à Constantin un peu avant, parce que justement, on a un comparatif très riche. On a exploré ceci, cela, cela, et ça y est, on découvre qui on est parce qu'il y a ces diversités qui nous permettent d'être à l'intérieur
en se disant, ben voilà, ce que tu disais un petit peu avant, j'observe comment je suis là, j'observe comment je suis ici, ça change au fil des heures, mais au bout d'un moment, tout ça, tous ces changements créent un vrai agacement. Et là, on se dit, est-ce que je pourrais être une permanence, une once de permanence dans toutes ces fluctuations? Et là, on commence à aller vers le stade 4 de veille. Mais bon, c'est encore un peu loin, je reviens vers nous. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait ajouter ceci ou cela, ou sinon, eh bien, nous allons évidemment commencer le travail dirigé numéro 17. Non, nous montre Carole, Amaury, Constantin. Constantin ne dit rien, donc peut-être que c'est un nom, je ne sais pas. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Bon, alors, lançons donc la séance de travaux dirigés, la session suivante. Donc, je clique, j'appuie sur le bouton, symbolique évidemment, et c'était un moyen aussi de bouger la bête dans laquelle j'habite. Alors là, ce qu'on va travailler, on l'avait un petit peu découvert avant, c'était une réflexion de Serge Poiré-Carole qui était de dire quand on veut essayer de travailler sur les neurofonctions 9, on peut revenir sur le rappel, le souvenir du moins, du travail qu'on a effectué sur la neurofonction 2. Et en effet, c'est le meilleur moyen, c'est de se dire, rappelons-nous comment on pouvait avoir un espace extracorporel, on est dans une salle, dans une pièce, est-ce que notre corps va se promener, comme là on a vu un Danfield qui se promenait, se rapprochant de l'ordinateur, ou s'éloignant de l'ordinateur, ou se promenant par ici, ou se promenant par l'autre côté. Bon. Et chacun d'entre nous peut se dire dans quel espace je suis. Et pareillement, on peut se dire quel est l'espace intellectuel et conceptuel dans lequel mon cerveau se promène. C'est un cerveau qui va droit au but, ou bien qui va et qui vient, ou bien qui se tourne vers un côté, ou qui se tourne vers l'autre, ou bien qui se recentre, etc. Et ce que l'on a envie de travailler maintenant, évidemment, bien, c'est la connexion entre des groupes de neurones corporels et des groupes de neurones conceptuels. Alors, quand je dis corporel, je reviens sur une réflexion que j'avais justement échangée avec Aurélie récemment par écrit, parce que Aurélie, évidemment, évoquait le corps. Et je n'évoque pas le corps. Je lui montrais justement, alors toujours dans notre livre de référence, un petit dessin, page 204 de mémoire, mais je me trompe peut-être, non, c'est exact, voilà. Voilà. Alors ça, c'est je touche ma caméra, voilà, c'est l'homonculus qui a été choisi justement par Stéphane, ici présent. Et l'homonculus, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation de notre corps dans notre cerveau. Autrement dit, on a dans le cerveau un neurosystème corporel avant même que ce soit le corps. Et nous, en termes de neurokinétique, ce qui nous intéresse, c'est ça, évidemment. Le corps, c'est la projection, on pourrait dire que c'est le périphérique. Et la base, c'est cette réalité corporelle qui est là. Et donc, bien cette réalité corporelle qui est là, on peut se dire, est-ce qu'on va pouvoir associer, par exemple, la neurofonction 1 à la neurofonction 8? Se dire, est-ce que je peux, tout simplement, réaliser si je suis tendu, au contraire relaxé, corporellement, mais aussi intellectuellement. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en général, de façon automatique, puisque nous sommes des machines, comme expliquait le neurobiologiste célèbre Jacques Monod, même si ça dérange, nous sommes des machines biologiques, physiologiques, on va dire, qui fonctionnent automatiquement, par automatisme. C'est tout le travail aussi qui est pour nous, neurokinéticiens, fondamental, c'est d'arriver à nous libérer de ces automatismes, que disait Stéphane un petit peu avant. Et là est l'élément crucial, à savoir se dire, est-ce que, quand on prend conscience qu'il y a justement ces couplages
Par exemple, lorsqu'on est dans un relâchement corporel, on va s'apercevoir qu'intellectuellement, les idées sont fluides. Mais si jamais on est coincé comme ça, corporellement, c'est que souvent, en même temps, intellectuellement, oh là là, qui m'a dit celui-là, celle-là, j'arrive pas à trouver la réponse, oh là là, quelle complexe question, là, là, là. Voilà. On s'aperçoit bien qu'il y a une harmonie, un équilibre entre tout ça. Et c'est pas nous qui pilotons. Et justement, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, relaxons telle ou telle partie de la machine totale, par exemple la machinerie corporelle, pour relâcher la machinerie intellectuelle, en passant peut-être par, on y viendra, la machinerie motivationnelle. Donc, tout ce travail décisionnel, ce travail de conscience de soi, qui peut nous aider à être formidablement en bien-être, en harmonie avec le tout, et justement en cassant l'automatisme, en le remplaçant par de l'être qui est là, tranquillement. Est-ce que ça vous dirait de commencer peut-être une expérience donc intentionnelle et volontaire d'abord en général et intentionnelle ensuite, donc 8 inter, pardon, 1 inter 8. On souhaite de Serge. Donc tension par exemple, tension corporelle, si je me contracte, si je contracte la machine, mais en même temps j'essaie d'avoir un flot de pensée un peu relax, hein, c'est ça ça serait un exemple de cet exercice? Oui, oui, ce serait ça. Mais je souhaitais intervenir sur l'idée de stoppage. Comment, là, on est en train de travailler sur une neurofonction corporelle. Donc, à chaque fois que vous allez auto-observer donc votre corps, là, en l'occurrence, la neurofonction numéro 1, les contractions, des contractions, il va se passer en vous un micro-stoppage. Et le corps est toujours présent. Donc, le corps va vous renvoyer l'auto-observation recherchée. En l'occurrence, où sont mes contractions, décontractions. Pour la neurofonction numéro 8, ce n'est pas pareil, parce que ça va vous demander, donc là, Danfield était en train de parler de l'intentionnel et du volontaire, avec là, je vais un peu plus loin hein, dans le travail, donc avec la neurofonction numéro 8, pour vous auto-observer, vous allez devoir stopper la machinerie intellectuelle pour y prendre place en tant que conducteur, en tant qu'auto-observateur conscient de ce qui va s'y penser, de ce qui va s'y dire. Voilà, donc il y a bien deux différences. Quand on auto-observe son corps, il y a un stoppage, auto-observation du corps, le corps est toujours présent. Et neurofonction intellectuelle, conceptuelle, il faut vous organiser, il faut conscientiser, il faut prendre une décision de stoppage pour être présent avec ce qui se passe. Voilà, c'était ce que je voulais apporter comme... vous pouvez me poser des questions hein, si c'est pas clair. Allez-y, hein, n'attendez pas de travailler pendant... Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit, Serge? Oh là, je comprends rien. Allez-y. Alors, je rebondis en attendant que quelqu'un ou quelqu'une dise à Serge, ah, ça, j'ai pas saisi. Mais en effet, ce que vient de dire Serge est extrêmement important parce que faut considérer que les composantes de ces robots vivants dans lesquels nous existons sont différentes les unes des autres. Pas différentes, elles sont différentes les unes des autres, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est extrêmement important parce que, en effet, quand vous avez un geste, c'est rapide. Et quand vous avez, c'est corporel, et quand vous avez un geste intellectuel,
pas la même vitesse. Quand vous avez un geste émotionnel, c'est même une émotion qui vous traverse, c'est encore pire que pire, c'est en entrée, mais une motivation qui va réagir en sortie, donc à une émotion. Donc ça m'émeut, il faut que je réagisse. Ça y est, vous êtes déjà plein d'hormones, déjà la réaction, là, il y avait une vitesse. Une pensée, il y a une vitesse. Mais une motivation qui vient d'une émotion bouleversante, c'est une tellement rapide vitesse. Vous êtes complètement inondé, j'allais dire immergé. C'est terrifique. Bon. Donc évidemment, il y a des parties de la machine, cette machine en trois mécanismes, en trois systèmes, qui nécessitent d'être stoppés parce que ça va tellement vite. Et quand on observe notre moulin à penser, blablabla, c'est comme si on était sans arrêt en train de bouger. C'est à peu près ça l'équivalent. Donc il faudrait en effet stopper. Mais heureusement, corporellement, bon, excepté chez les petits-enfants, 3 ans, 4 ans, 6 ans, ça saute de tout le sens. Mais ça s'épuise aussi au bout d'un moment. Par contre, intellectuellement, il faut vraiment stopper le moulin à parole. Ce que je vais ajouter ce que vient de dire Nancy, qui est vraiment très juste. Ce que je vais ajouter, c'est que la décision est un stoppage. Quand vous prenez une décision, c'est un stoppage. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez accompagner ce qui est en train de se dire. Vous allez accompagner je vais employer un langage de Jones, votre flow intellectuel. J'aime ça. Et donc, enfin, la machine aime ça plutôt, la machinerie aime ça. Et donc, vous allez vous allez vraiment accompagner ce qui se passe. C'est cette décision, c'est le stoppage. J'y ai ressongé, j'ai remédité là-dessus ce week-end plutôt, sur ces notions de stoppage qui sont très très importantes dans la neuroconnectique. Instant de publicité, toujours dans ce livre-là que je recommande de lire, le premier des 2 articles d'Angela concernant le stoppage. Et à ce moment, elle me parlait d'un peut-être prochain article justement qui reprendrait d'autres formes de stoppage pour stopper la mémoire qui n'arrive pas à fonctionner et pour lui donner possibilité de fonctionner. Et bon, c'est encore une grande thématique. La mémoire de soi, l'identité de soi. Tiens, je suis moi, parce que je me rappelle que je suis moi. Et je stoppe justement, par rapport à ce que tu viens de dire, Serge, je stoppe ce qui me prend ici, ce qui me prend là-bas, ce qui me prend là-dedans, pour pouvoir justement retrouver la mémoire de moi-même. Je suis là. Merci de rappeler ça, Serge, parce que moi, ma machine, neurocogniticien étudiant, a tendance à vouloir toujours rétrospectivement analyser, alors que rappelant le stoppage, ça me permet d'attraper l'information plutôt que de générer l'information et donc d'influencer le résultat. La première auto-observation que j'ai immédiatement, ma première auto-observation, c'est que j'ai l'ancrage sur la neurofonction 1 plutôt que la neurofonction 8. Et au moment du stoppage, l'auto-observateur a l'impression de descendre du cerveau vers les différents muscles ça part vers le genou, par exemple, ou la cuisse. Et ensuite, ça remonte vers le cerveau pour rentrer à l'intérieur. Et il y a comme une forme d'espace physique dans la neurofonction 8, pardon, pas 8, qui traite la neurofonction 8 comme un corps et se balade dedans. Mais j'ai l'impression d'avoir une extension du corps en termes de neurofonction 8. C'est très étrange. Donc voilà, ça m'a rappelé cette méthode, Serge. Donc merci de me rappeler de bien utiliser les stoppages pour bénéficier de ça.
Donc, Carole ou Constantin? 1 inter 8, 8 inter 1. Je vais faire une Moi, j'avais tentative. Ah bah, Ah, Carole, tu voulais intervenir? Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, depuis notre dernière marche neuroconnectée, j'ai une problématique au niveau du pied. Alors, c'est une tentative, hein. J'ai une tendinite du tendon d'Achille, hein, depuis le mois de juin, je pense, hein. Et bah, je suis constamment. Je vous ai expliqué tout à Je vous ai expliqué en tout cas en tout cas, mon état de zénitude et en tout cas ma captation d'informations tout à l'heure dans le travail, mais je suis constamment stoppé à certains moments par mon tendon qui tire et me fait du mal, mais je ne sais pas quoi dire à la place. Me pro- Me cause, Phil, si tu as une proposition, tu peux le faire. me À cause, nouveau, me tu peux cause, exprimer. me cause de la douleur. Donc, cause douleur, stoppage, et constamment, hein, de manière systématique, et dans toutes les discussions et dans toutes les interactions. Et j'essaye en un instant, justement, pendant le stoppage, de comprendre d'où vient la douleur. Donc, forcément, ça vient du tambour. Et pendant ce temps-là, j'essaye quand même de continuer à suivre la discussion pour continuer, en tout cas, d'être présent intellectuellement. Mais comme j'ai pu constater que Serge a en tout cas précisé, il y avait forcément un stoppage. Ah, il y a des bribes d'informations qui disparaissent, qui sont pas présentes ou pas captées à ce moment-là. Malgré tout, bah, j'arrive quand même à comprendre ce qui est dit lors d'une conversation. Je ne sais pas. Mais Constantin, là maintenant, tout de suite, maintenant, Oui, si tu rentres en expérience, oui. je te dis, voilà, là je parle, tout de suite, et je dis une phrase pendant 15 secondes, hein, pas plus, mais 15 secondes. Voilà, là je dis une phrase d'une fille qui parle, dans laquelle j'habite, qui dit une phrase. Je dis une phrase pendant 15 secondes. Je vais vous lire un article, un passage du livre Non connectique enseignement, Oui. qui peut être intéressant. Voilà. J'ai dit cette phrase. Et je peux m'auto-observer et dire tout de suite maintenant, est-ce que je l'ai dit, cette phrase, intellectuellement, facilement, et corporellement d'ailleurs, pour les deux, facilement aussi, en fonction 8 ou en fonction 1. Et là, je m'aperçois par exemple que j'ai parlé un petit peu vite, hein, qu'en même temps, la rapidité d'idées collait à la rapidité de parole, mais quand moi-même, quelqu'un le remarque. Donc quelqu'un peut-être se dit, j'aurais pu prendre le temps, dans la zénitude dont il vient de parler plus calmement et de dire, je vais lire une phrase du livre au collectif enseignement dans quelques instants. Les gestes qui vont avec, tout en plus lent. Donc on change de rythme dans l'animal, intellectuellement et corporellement, par exemple. Donc, est-ce que tu peux entrer en expérience de cette façon-là en quelques secondes? Pas tout de suite. Pour t'entraîner. Je choisis une phrase. Que tu dises juste une phrase, oui.
ce que je vais trouver. Je peux dire la même phrase. Oui. Je peux dire la même phrase. Je peux dire la même phrase. Je sens toujours la douleur. Hein. Je peux dire la même phrase. C'est très étonnant d'ailleurs. Mais Je peux dire la même phrase. donc quand tu répètes je peux dire la même phrase, je peux dire la même phrase, en travaillant donc cette neuroconnexion 1 inter 8, comment tu auto-observes, je dirais déjà sur la neurofonction 1, déjà où sont tes contractions, décontractions dans ton corps, et en disant, en prenant un temps de décision et en disant la phrase que tu viens de dire, donc tu la répètes, quelle est donc cette auto-observation et comment est ton niveau intellectuel en termes de contraction et de décontraction? Est-ce que la répétition te décontracte intellectuellement? Est-ce que la répétition plus lente va te contracter intellectuellement ou ça va être entre les deux? Voilà, c'est ça. Là, on est en train de travailler ces sujets. Alors, je sens au moment où je dis la même phrase, j'essaye de jouer avec les mots et l'intonation et le rythme, mais je constate que à la fois c'est plaisant de jouer avec l'intonation et le rythme, mais à la fois je sens en fait comme une contraction au niveau de mon pied, comme si en fait mon tendon se contractait, se pliait, puisque forcément je suis obligé de bouger un tout petit peu le pied pour avoir en tout cas une sensation d'apaisement. Et à ce moment-là, en fait, je me sens presque contraint à faire une coupure dans les mots ou à allonger en fait une intonation parce que forcément, je suis présent à la douleur. Donc c'est un mix entre les deux. Entre pas la douleur, elle est dans le pied, hein, elle n'est pas dans ma tête. Enfin, si. Et à la fois, je trouve un certain plaisir à rallonger un tout petit peu les mots, en sachant que bah, forcément, peut-être ça s'est rallongé à un moment, puisque j'ai dû prendre conscience de ma douleur. Voilà. Et c'est vrai que sur la fin, j'ai trouvé ça plus relaxant, pour donner mon impression. Permets-moi, Constantin, une remarque terrifique, comme disent les enfants, et évidemment, Amaury va me corriger, va me dire ça passe sans cela en anglais, mais Terrifique. Mais c'est tout à fait terrible. Terrorifique, tu veux dire. Comment? Terrorifique. Si tu veux, absolument. Ouais, je pense que là, c'est de l'anglais-français. Mais dis-toi que c'est un grand plaisir pour toi de pouvoir observer de l'intérieur l'animal dans lequel tu es qui souffre d'une douleur du tendon, parce que ça va peut-être pas durer longtemps. Et c'est une expérience, juste un moment dans la vie, sachant qu'après, ce sera peut-être une douleur dans le dos, après une douleur à la mâchoire, etc. Donc, en fait, blague à part, on s'aperçoit que la vie est sans cesse avec des douleurs ici, là et là-bas. Alors, quand on est petit, c'est le camarade qui nous a coincé la main dans la portière ou qui nous a donné un coup de pied, on ne sait pas ce que c'est. Plus grand, on a d'autres douleurs. Et quand ce ne sont pas des douleurs corporelles, ça peut être des douleurs intellectuelles parce qu'on n'arrive pas à résoudre une équation formidable. Comment vais-je payer mes impôts cette année? Ou bien comment vais-je réparer le toit de ma maison avant la fuite finale?
ou bien des douleurs émotionnelles. On est triste, quelqu'un vient de nous quitter. Bon, bref, il y a tout le temps des douleurs. Et là, je serais en accord avec Épictète, le maître fondateur de l'école stoïcienne. Et l'idée, c'est de se dire, bon, finalement, explorons. C'est pas du tout masochiste ce que je dis, parce que je suis pas du tout dans cette veine-là, mais c'est simplement réaliste. On a à tout moment, là je te parle, j'ai une douleur à une main, bon, c'est par ici, donc si les tendons, on a tout le temps des douleurs ici ou là-bas, et on se dit, bon, je vais essayer d'utiliser, c'est ce que tu disais avant, et c'est de bonne intelligence, ces douleurs qui nous sont données de tout moment, de toutes sortes, dans notre existence, dans ces corps de biologie, des corps de grands singes sapiens dans la chimie du carbone et des bases azotées, c'est de se dire, utilisons-les pour nous réveiller. Ça nous sert de stoppage, ça nous sert de conscience. On revient à ce que disait Serge avant. Bien oui, c'est le meilleur usage qu'on en peut tirer, puisque de toute façon, c'est là. Alors, je vous lis un petit peu comme je l'ai prononcé. Ah non, il y avait Carole qui voulait prendre la parole, pardonne-moi. Donc, je te laisse la parole, Carole, et puis je raconterai après quelques anecdotes d'étudiants anciens publiées en 2007. Au moment où on a expérimenté cet exercice, à un moment, j'ai simplement appliqué l'exemple que tu avais donné de relâcher notamment les épaules. Ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, depuis le début de la vidéoconférence, je me grattais, je bougeais, je changeais de position, etc. Et à partir du moment où j'ai fait cet exercice de façon consciente, de relâcher mes épaules, de me mettre dans le fond du fauteuil et les pieds bien à plat, eh bien, j'étais plus posée et dans une écoute peut-être plus active, en tout cas consciente. C'est-à-dire que j'étais dans une écoute active depuis le début parce que j'ai vraiment bu vos paroles, j'ai pris des notes. Mais là, j'avais vraiment le sentiment que j'étais en mesure, enfin, d'intégrer sans devoir absolument noter quelque chose pour pouvoir comprendre ce qui était dit. Donc, c'est peut-être pas exactement dans l'ordre que vous nous aviez conseillé d'expérimenter en fait cela, mais en l'occurrence, moi, ça a été vraiment quelque chose de très fort à ce moment-là. Voilà, c'est lié à mes pensées aussi. C'est en fait, je me suis posée. Le fait de décontracter mes épaules, ça m'a permis de poser mes pensées et de prendre conscience que, en fait, c'était un petit peu brouillon depuis, pas brouillon, pardon, que c'était un flot de pensées qui arrivait dans tous les sens et que je n'avais pas encore organisé ou trié, alors que là, enfin, le fait de poser mon corps, c'est comme si j'avais poussé un grand soupir. Ok, ou une grande respiration, prendre une grande respiration et enfin me poser. Voilà. Alors, Carole, juste une petite remarque. Quand tu expliques je me grattais, je bougeais, etc. C'était vraiment toi qui décidais je me gratte, ou bien c'était ma machine, ma biopsychomachine se grattait, ma biopsychomachine bougeait? Non, effectivement, c'était totalement automatique parce que j'en avais pas conscience. C'est quand en fait j'ai fait ce stoppage dont parlait Serge que j'en ai pris conscience. Néanmoins, j'ai justement une question. Serge a insisté sur le fait que il fallait prendre une décision pour stopper les pensées, mais moi j'ai cru. Alors peut-être que c'était pas complètement
la réalité, mais j'ai eu la sensation de prendre la décision justement de relâcher mes épaules, de prendre une posture peut-être différente. Et ce n'était pas tant un micro-stoppage qu'une véritable décision d'enfin me poser. Ah, complètement, mais ce que disait Serge, c'était par rapport à ce que j'ai évoqué après, la Oui, avec le voilà, des mécanismes dans lesquels on existe, mais cela dit, oui, de toute façon, il faut décider. Un stoppage même, tu vas serrer la main à quelqu'un qui t'agresse, qui t'énerve, tu es prêt à lui broyer la main, par exemple, puis à ce coup, tu réalises, bah oui, mais ça ne servira à rien. L'autre, il ne sait même pas ce qui lui arrive, il est agaçant, mais il faut plutôt lui expliquer gentiment. Bah, dans ce coup, tu stoppes. Donc, tu as donné l'impulsion d'un broyage de main, et puis soudainement, tu donnes la contre-impulsion, une décision, un blocage, et puis même c'est entre un processus GABAergique, un processus glutamatergique. En fait, on est vraiment dans des molécules qui vont. C'est vraiment une échelle cellulaire. C'est je décide et poum, ça va bloquer même l'impulsion. Là, c'est un neuromédiateur, transmetteur qui est l'acétylcholine, qui va vraiment être bloqué. Hop, et qui va plus broyer la main. Donc là, la puissance qui était donnée, physiologiquement, c'est pas seulement psychologiquement, j'ai décidé, ça va beaucoup plus loin. C'est physiologiquement aussi que la machinerie se modifie. Oui. Alors oui, au niveau intellectuel, conceptuel, donc cette décision, elle représente un arrêt. Elle représente un arrêt intellectuel parce que qu'est-ce que l'on va arrêter si l'on va un petit peu plus loin? Donc on vous demande une neuroconnexion 1 inter 8. Ce qui va se passer, c'est que pour la neurofonction numéro 8, si vous ne stoppez pas la machinerie qui se dit qu'est-ce que c'est cette neurofonction numéro 8? Ah, j'arrive pas à l'attraper, ah, j'arrive pas à l'auto-observer. Mais il faut stopper ça. Donc là, c'est une décision de stopper ça pour prendre un arrêt intellectuel. Donc on va rentrer, c'est une page vide, une page vierge, un dessin, une page à dessin où il y a encore rien de dessiné. Et là, la décision, c'est intellectuellement, c'est la neurofonction numéro 8. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande, est-ce que je suis là contracté intellectuellement ou décontracté intellectuellement? Et on y va. On se stoppe et on attrape ce qui vient. Et vous allez voir que, au fur et à mesure, vous allez auto-observer, vous allez attraper de plus en plus d'informations sur la biopsychomachine. Intellectuelle, conceptuelle, corporelle. Le corps, il est toujours là. Donc lui, il suffit de l'auto-observer et hop, c'est très rapide la décision. Le corps est là, donc on l'auto-observe. La machinerie intellectuelle conceptuelle, hein, c'est plus délicat. Alors, vous imaginez quand on va s'engager vers d'autres contrées. La machinerie motivationnelle qui, pouf, ça y est, on est déjà dans l'émotion. Ça n'a même pas eu le temps pour pense qu'il nous arrivait. Absolument. Donc, alors, je vous lis un petit peu. Donc, c'est une connexion, on va dire, motrice 4 inter 11. Donc, un étudiant, une étudiante de 2016, donc dans le livre Neuroconnectique enseignement. J'ai observé des tapotements de ce que quelques conditionnements appellent mes pieds, mes doigts, quand ma biopsychomachine attend impatiemment de passer à la suite d'un neuroprogramme, une conversation, etc. Ça, en moi, bouillonne en elle de rester impuissante, incapable de produire un changement de ce qui est. Alors que réveillé au stade 3 de veille, je pourrais savoir jouer dedans ce programme, cette conversation, modifier leurs paramètres. Quand
Je suis intellectuellement déstabilisé, c'est toujours la même étudiante qui écrivait ce texte. Je suis aussi corporellement déstabilisé. Ma biopsychomachine trébuche, se tord la cheville quand elle est en train de marcher. Ces actes manqués m'invitent à cette question. Qu'est-ce qui en moi, ou plus véritablement dans l'équilibre entre mes neurofonctions corporelles et mes neurofonctions conceptuelles, et aussi mes neurofonctions émotivationnelles, à l'intérieur de ma biopsychomachine, est déstabilisé? Alors, un petit peu plus loin, neurofonction 5 inter 11, j'ai auto-observé, tandis que j'avais les yeux dans le vague, ce qui est identifiable à une posture corporelle, que ma pensée de ma machine, était en mouvements intellectuels. Alors qu'à l'inverse, quand mes yeux sont en mouvement, se produit un arrêt de ma pensée. Alors, si vous avez envie, je vous lis un passage, je vous le dis. Alors, 4 inter 12, c'est assez riche aussi. Il m'a été donné d'auto-observer que produire volontairement un mouvement corporel ou en fonction F4, tout en étant attentive à ma posture intellectuelle ou en fonction F12, me permet de changer l'orientation de mon point de vue intellectuel tout en restant dans la même idée, dans la même recherche, dans le même projet. Quand mes neurones intellectuels maîtrisent bien une thématique, ils naviguent aisément dedans. Les mouvements corporels que produisent pendant ce temps, par automatisme, les neurones corporels moteurs sont plus fluides et nombreux qu'habituellement. Alors, je vais revenir aussi parce qu'il y a quelqu'un qui avait travaillé sur le 1 inter 8, alors j'en ai quelques petites citations, je vais oser vous les dire parce que ça va amplifier la réflexion de ce soir. J'ai auto-observé que la tension conceptuelle produit généralement, dans ma biopsychomachine, des mouvements corporels ayant fonction d'exutoire. Pour illustration, mes doigts tenant un stylo bille ont tendance à machinalement agiter cet outil. Ces mouvements digitaux semblent fournir une aide pour permettre à mes neurones intellectuels de soutenir leur attention lorsqu'ils sont confrontés à un texte que mes neurones émotionnels et motivationnels jugent rébarbatif. J'ai aussi, et à l'inverse, auto-observé que détendre l'un permet de détendre l'autre, puisque tension corporelle et tension conceptuelle vont de pair. On l'a évoqué beaucoup ce soir, mais c'est intéressant d'y revenir. L'exercice consistant à conjuguer volontairement une tension et une relaxation a paru difficile à quelques-uns de mes neurones. Difficile aussi de compter au rythme de la marche de mes pieds. Ceci a produit chez ma biopsychomachine de la tension intellectuelle. Intéressant aussi quand même. On est dans un processus corporel, comment il influe le processus intellectuel. Il y avait ce que disait Constantin un peu avant, et ce que j'ajoutais sur tous les petits maux, toutes les petites douleurs corporelles qui à chaque fois nous sont des ralentisseurs intellectuels notamment. Lorsque je pousse ma biopsychomachine à courir jusqu'à épuisement, ce qui se produit une tension corporelle, je m'auto-observe incapable d'une réflexion, absence de tension conceptuelle. Il n'y a pas d'interrogation derrière. Absence de tension conceptuelle. Je me suis efforcé, en sortie neurocomputationnelle, expérience de stade 3, de tendre ma réflexion en essayant de raisonner intensément, tout en pratiquant une course à pied soutenue. Progressivement, je suis parvenu à équilibrer et cohérer les deux formes de tension, intellectuelle et corporelle. Alors, petite note et intéressante avant d'en arriver à la neurofonction 9, 1 inter 13. 1 inter 13. Et oui. Une auto-observation évidente, l'appareil musculo-squelettique lié à la prononciation adopte l'élocution guindée
lorsque le rôle intellectuel est guindé. Ça amène à réfléchir. Et enfin, donc, voilà, du 2 inter 9. Et ce sera intéressant puisqu'on avait commencé par une fonction 9 par rapport à la séance d'avant. Devant m'asseoir sur un siège, parmi 5 autres grands singes sapiens, semblables à l'animal dans lequel je me réveille chaque matin, assis côte à côte, je pus auto-observer mes pas qui s'arrêtèrent devant le siège central et mon corps qui s'y est assis. Constatant que quelques neuroprogrammes dans mon cerveau avaient choisi cette place centrale, ce qui incita quelques neurones miens, par un bond de la neurofonction 2 à la neurofonction 9, à constater qu'un personnage, entre guillemets, en cet animal dans lequel je prenais conscience d'habiter, mot à je, devait avoir coutume d'être entouré et de se placer au centre d'autres animaux de même espèce. Nous sommes là devant une conscience pensée de l'espace qui apurant sa construction depuis la conscience incorporée du lieu. C'est intéressant aussi parce que c'est un texte publié en 2016, publié en 2018, comme vous le savez, et je réfère pour ceux qui découvriraient notre chaîne vidéo, ce livre-ci, mais aussi référence aux neurones de lieu, dans ce livre-là, un article de Soum qu'évidemment tout le monde aura plaisir à découvrir ou relire. Alors, est-ce que ça vous stimule? Est-ce que vous voudriez qu'on fasse un passage ou qu'on revienne sur tel ou tel type de neuroconnexion, c'est-à-dire une connexion neuronale entre, je sais pas, 5 et 11 par exemple, ou autre, ou 2 et 9 qu'on vient d'évoquer à l'instant? J'ai stoppé sur 7 inter 8 pendant que tu parlais, Tanfield, parce que ce qui s'est passé de mon côté, c'est qu'il y a eu des micro-coupures dans le son. Et au moment où la machine a entendu les micro-coupures, j'ai littéralement coupé, j'ai stoppé pendant les coupures. Et la neurofonction 8 s'est présentée à moi. Il y a eu une espèce de tension, détention intellectuelle au même moment qu'il y avait. Donc c'était très très rapide, ça s'est passé pendant 1 seconde. Mais ça a complètement eu un effet miroir sur le son. Voilà. Oui, je vous propose qu'on essaie tous maintenant, entre nous, de travailler 7 inter 8 en se disant 7 entrants, donc je suis à l'écoute des sons émis autour de moi. Alors là, il y a la voix du Tanfield que j'entends, il va y avoir un petit mouvement ici ou là, une respiration, que sais-je, autour de nous, chacun d'entre nous, Et en même temps, quand je suis stabilisé sur cette auto-observation dans la machinerie sonore, corporelle sonore, eh bien, en effet, de m'apercevoir de s'il y a une écoute, en l'occurrence, de ce que dit Tanfield qui parle, ou de ce qui se pense en moi-même, qui que je sois, après que Tanfield aura parlé, eh bien, je peux m'apercevoir à ce moment-là de s'il y a une facilité ou une difficulté à garder l'attention portée à une fluidité de ma pensée, Tanfield a fini de parler, et à ce moment-là, je peux m'apercevoir que si je suis attentif ou attentive à tel ou tel son particulier, même si c'est un son du vent ou si c'est un battement de cœur à l'intérieur de moi, ou une respiration, ou que sais-je, eh bien, est-ce que ça perturbe ou pas mon attention intellectuelle sur le plan de la fluidité dont on vient de parler? Et si je peux, est-ce que je peux produire une expérience qui serait de me dire, je vais essayer de déperturber justement, d'harmoniser. Le but, c'est toujours l'harmonie, d'harmoniser dans la machinerie cette capacité à être attentive et à des sons au niveau corporel et à, sur le plan intellectuel, cette possible fluidité. Donc là, pendant que tu parlais,
J'ai stoppé à chaque son ce, parce qu'il y a une espèce de saturation dans la transmission audio. Et quand tu as dit, est-ce que je peux déperturber, j'arrive pas à détendre la neurofonction 8. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'en ajoutant de la neurofonction 3 et en fixant mon attention sur ton visage, j'arrivais à détendre la neurofonction 8. Oui. Souvent, alors ça, je n'ai pas aimé ton micro, mais oui, souvent, c'est en ajoutant ceci ou cela qu'on arrive. Je me souviens de quelqu'un qui me parlait de douleur chambre et qui j'avais dit de prendre conscience de ses bras et de ses mains. C'est pour ça que j'ai, en filigrane tout à l'heure, évoqué à Constantin qu'il y avait une douleur pied, autant donc que moi-même, peut-être par sympathétose, par sympathie, ou par empathie, ou par autre processus des neurones miroirs, c'était réveillé en moi une douleur à un poignet. C'est intéressant, mais c'est souvent comme ça qu'on arrive à fonctionner, c'est-à-dire si je suis Constantin et que j'ai une douleur au pied, eh bien, je peux me dire, je vais créer un rappel de douleur à la main. Et soudainement, le 100% de douleur au pied ne devient plus que 50%, puisque mon cerveau capte 50% ailleurs. Et peu à peu, eh bien, si j'arrive à avoir une distribution mathématique simple en 4, donc 2 pieds, 2 mains, eh bien, la douleur, elle est évidemment 4 fois moins. Est-ce que vous avez envie d'une petite explication? Carole, vas-y. Donc j'ai fait le même exercice que j'ai réalisé, pardon. Le même exercice qu'Amaury au moment où tu parlais. J'ai essayé d'observer, enfin non, pas j'essayais, j'observais ce qui se passait ou comment ça résonnait dans mon corps. Et j'ai pu observer que plus le rythme de tes paroles était rapide, et plus finalement mes pensées éventuellement partaient un peu ailleurs. Plus ton débit était posé et ta voix grave, et plus effectivement ça me ramenait à ce que je ressentais véritablement là, posé sur ma chaise, et j'étais plus concentrée. Ça m'a fait penser, pardon, ça m'a permis de revenir à un constat que j'ai fait, pas que j'ai fait, que j'ai pu réaliser aujourd'hui dans la voiture, parce que mon mari voulait mettre la radio, et ça m'a vraiment perturbée. Pour moi, c'était comme un son agressif, et j'avais besoin, au contraire, de calme pour pouvoir me concentrer sur ce qu'on échangeait, alors que la radio, donc la musique perturbait tous mes sens, et enfin pas que les sens, mais aussi les pensées. Donc effectivement, le rythme, le son, enfin la gravité, la tonalité, pardon, ça joue effectivement donc cette neurofonction a pour moi vraiment quelque chose de très perceptible dans je reprends le terme, dans le flot mais pas flot au sens français, de mes pensées. Voilà. Oui, bien, bravo. J'adore. Le flux, donc le flux.
Alors, ton exercice, moi, j'aime beaucoup ça parce que à chaque fois que quelqu'un parle, je programme mon algorithme. Et Carole, quand tu parlais, j'ai programmé la machine pour stopper à chaque fois que le mot faire ou le verbe faire était utilisé. Et tiens, c'est bizarre, j'ai des ballons qui se sont affichés. Ok. Alors là, j'ai une question pour Serge. On parlait de stoppage. Il y a l'intention du stoppage. Est-ce que j'ai l'impression d'une forme un peu presque passive de stoppage parce qu'à force de stopper sur un événement donné, la machine elle-même apprend à s'auto-stopper. Est-ce que ça compte comme stoppage à ce moment-là? Tu peux répéter? Mon flow n'était pas clair. Le stoppage sur le verbe faire, par exemple, Oui. depuis qu'on prend des cours, depuis qu'on est en cours de neuroconnectique, au départ, très difficile. Maintenant, mon automate ou pas mon automate, dans mon automate, systématiquement s'arrête avant d'utiliser le verbe faire. Donc, il y a une forme de stoppage qui est programmée presque. Oui, c'est Est-ce bien. que ça compte comme stoppage ou est-ce que Bien c'est... sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Et justement, là, tu interviens sur la neurofonction 13. Je voulais en parler, mais c'était pour Carole, aussi pour tout le monde, même pour moi, pour tout le monde. Il y a ce stoppage, mais nous, on a beaucoup d'entraînement. Donc, on a beaucoup stoppé. Je me suis beaucoup stoppé sur cette notion de neurofonction 13 et de termes passe-partout pour les remplacer par éventuellement des verbes plus précis, des mots plus précis. Donc, à chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a ce stoppage. Parce qu'en moi, c'est une seconde nature. Je parle, mais il y a cette décision, quand je parle, d'être le plus précis possible, de ne pas employer le verbe faire. Et donc, à chaque fois, mais c'est très rapide, hein. C'est vraiment ça qui est fascinant, que je trouve fascinant, et c'est imperceptible. Et si on vous le dit pas, c'est pas possible de le trouver, hein. C'est c'est être là, dans la décision d'être là, à chaque mot, changer les mots, employer un autre mot, un mot plutôt qu'un autre, prendre le temps de parler, arrêter le flot des mots qui vont sortir, et le prêt à parler. J'ai bien aimé cette expression du prêt à parler. Il y a le prêt à penser et il y a le prêt à parler. Et donc, si on est dans ce stoppage du prêt à parler, ben, on va travailler correctement sur la neurofonction numéro 13, donc le rôle intellectuel, et on va être de plus en plus précis, et le verbe faire va se diluer dans ce travail. Vous l'emploierez de manière épisodique. Et quand il sortira de votre bouche, aïe aïe aïe, catastrophe. Mais c'est ça. C'était un spécial stoppage aujourd'hui. C'était très amusant aussi le lâcher de ballon qui me rappelait une chanson allemande, 5 Million Ballon. Et c'est très drôle parce que ça correspondait, c'est lâcher de ballon, c'est la joie, l'apothéose. Quand Amaury, tu nous dis justement que prends conscience de plus en plus libérer des termes automatique et automate, parce que précisément il y a ce rappel à toi-même, ce rappel de mémoire qui te permet de te dire mais je suis là quand même, je peux choisir un verbe et pas être dans un automate qui me donne toujours le verbe fourre-tout. Et c'est dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on peut avoir un geste, un automatisme gestuel et s'apercevoir qu'il est là. Et est-ce que c'est bien? Peut-être pas. Donc au bout d'un moment, on va se dire, je vais avoir d'autres gestes, d'autres postures entre deux. Et de plus en plus, on essaie ci, on essaie ça. C'est nécessaire. C'est nécessaire, absolument. On essaie, mais c'est bien la grande idée, en effet. Et par rapport à ce que tu disais,
Je me souviens de Fatih, c'était un membre du groupe numéro 2 qui m'avait dit, mais finalement, on est toujours dans des automatismes. Je disais oui, mais ce sont des automatismes moindres. Parce qu'évidemment, soudainement se réveiller dans soi-même qui va employer le verbe faire, et puis on change la direction, on avait un neurone qui allait s'activer, puis soudainement on décide d'activer le neurone d'à côté. Là-dedans, dans ce cortex intellectuel, eh bien, cognitif, intellectuel, eh bien oui, c'est un automatisme, certes, mais beaucoup moins automatique. On est passé d'une loi de dictature avec des fusils et des coups de crosse quand on n'obéit pas, à une loi de dictature économique si on ne travaille pas, on va mourir de faim. C'est quand même beaucoup plus de liberté. Ce n'est pas encore la liberté totale, on est encore prisonnier dans la matière, dans les corps de grands singes, mais c'est quand même beaucoup mieux. Je vais juste rajouter par rapport justement à l'entraînement avec le verbe faire, où au départ, le fait de porter notre attention sur cette façon de parler était une forme de contrainte qui parfois me crispait un peu. Il y avait une connexion corporelle et maintenant c'est devenu une sorte de jeu. Et j'ai pu l'observer finalement au moment où j'ai parlé tout à l'heure, c'est que dans les premières vidéos, vraisemblablement, si je reprends la façon dont j'intervenais, je devais être un peu crispée quand le verbe faire sortait de ma bouche, alors que là, j'ai plutôt souri, voire voilà. Donc, cette forme d'entraînement amène aussi une possibilité une libération intellectuelle. Donc, cette libération intellectuelle apporte une décontraction corporelle. Voilà. Ah, Serge, ton micro n'est pas allumé. Et là, tu viens de nous démontrer par la parole, Carole, une multitude de stoppages en toi lorsque tu as pris la parole. C'est exactement ça, pour ne pas prononcer le verbe faire. Tu as eu cette intention de stoppage, cette décision. C'est ça dont je parlais. Je suis vraiment très très content parce que je viens de l'entendre et c'est parfait. Bon, je suis très content. Bon, alors, dites-moi, je clôt la vidéo pour ceux qui nous écoutent. Et nous restons quelques instants à programmer, notamment le moment de stoppage quand Carole viendra à Paris. Donc, je coupe la vidéo pour le moment. Donc.